de ce même objectif que nous avons décidé du report de l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage le 1er janvier. Le contexte, c'est ce que nous avons ensemble estimé. Le contexte actuel d'augmentation du chômage rendait impossible son maintien tel quel. Mais, ainsi que je l'ai déjà déclaré, j'affirme ici qu'il s'agit d'un report parce que nous sommes des gens pragmatiques et non un abandon, car c'est une bonne réforme que je traiterai dans un cadre global et à l'appui d'un dialogue avec les partenaires sociaux. On entend, mesdames et messieurs, parler d'une perspective d'1 million de chômeurs de plus dans les prochains mois et d'une avalanche de plans sociaux. Je ne le souhaite évidemment pas, mais surtout, je voudrais vous dire que nous ferons tout pour que cela ne se produise pas. En effet, comme nous l'avons fait pour la protection et le soutien, nous nous engageons à présent avec force et conviction dans une relance massive de notre économie. C'est le sens du plan de relance. Nous devions en effet le présenter dans le détail hier. Nous avons choisi de le reporter d'une semaine afin que cette annonce intervienne une fois la rentrée scolaire passée et que soient traitées par nos soins les inquiétudes générées par l'accélération du virus. Mais ce plan est prêt et il viendra au bon moment, car comme vous l'avez rappelé, il s'inscrit dans la continuité d'un effort que nous avons été, je le répète, parmi les premiers pays à déployer dès avril dernier. Avec le plan de relance, mesdames et messieurs, tout ne commence pas, tout continue, avec des objectifs nouveaux et adaptés aux circonstances actuelles. Cet objectif, vous le savez, il est clair, nous doter des moyens de créer les conditions d'un retour à une croissance plus forte, plus robuste, plus durable et plus riche en emplois. D'amplifier résolument la transition, la croissance écologique de notre économie. Je ne vais donc pas vous présenter le plan de relance aujourd'hui, mais comme son contenu est stabilisé et que je suis venu aujourd'hui devant vous, je vais vous en livrer quelques articulations principales. Nous avons plusieurs exigences que je veux vous faire partager. La première, c'est la puissance des moyens que ce plan va mobiliser. 100 milliards d'euros. Je me permets de vous rappeler que c'est 4 fois plus que le plan de relance de 2008. 4 fois plus. 1/3 du budget de l'État. C'est d'ailleurs en part de richesse nationale le plan de relance le plus conséquent annoncé à ce jour parmi les pays européens. Nous considérons qu'il s'agit du volume nécessaire pour atteindre nos objectifs de retour à notre richesse avant la crise, de retour rapide. Ne pas faire ce plan, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, en laissant l'économie s'installer dans un sous-régime, une sous-activité, c'est cela qui serait très nuisible durablement aux finances publiques. Faire en sorte qu'on retrouve d'ici à la fin du quinquennat le niveau de richesse de 2019, c'est aussi essentiel pour la soutenabilité de notre dette. Grâce à l'effet escompté de ce plan sur la richesse nationale, soit 4 points de PIB, sans parler du regain de croissance potentiel qu'on en escompte, l'effet du plan de relance sur notre ratio de dette sera quasiment effacé dès 2025. Deuxième exigence, la rapidité. Nous nous mettons en état
de faire en sorte que l'engagement rapide des crédits sur 2020-2021 soit effectif, avec un calendrier suivi et contrôlé. Et je vous le dis tout de suite, ce que j'ai demandé au ministre, c'est que si l'on constate que certaines actions peinent à se mettre en place assez vite, l'argent sera redéployé au profit d'actions plus immédiates dans d'autres secteurs. Je vous assure que c'est un excellent aiguillon pour les ministres concernés. Et je sais vos attentes à ce sujet. La réussite, nous la devrons aussi à ce qui est chez moi une conviction très profonde. La relance passera très largement par les territoires. Le plan pourra en effet être adapté localement, justement pour que sa mise en œuvre gagne en efficacité. Des comités régionaux de suivi veilleront non seulement à suivre l'engagement des projets sur les territoires, mais aussi à identifier les points de blocage éventuels et à leur trouver des solutions opérationnelles. Vous serez associés, les partenaires socio-professionnels, au suivi du plan, Monsieur le Président, tant au niveau national, dans le cadre d'une instance que je présiderai, qu'au niveau des territoires. Troisième exigence, l'équilibre du plan. Je le dis clairement ici, le plan opérera d'abord une relance par l'offre et l'investissement, afin d'obtenir l'effet le plus rapide sur l'activité. Pourquoi ce choix? Les revenus des ménages, je l'ai indiqué tout à l'heure, ont été préservés dans la crise, mieux que chez nos principaux partenaires. Et la consommation, qui était forte avant la crise, est vigoureusement repartie après le confinement. Même si nous demeurons attentifs à son évolution dans les prochains mois. Nous avons, dans le cadre du plan, d'ores et déjà effectué des versements complémentaires au titre de l'allocation de rentrée scolaire. La France, de ce point de vue, est très différente de l'Allemagne. La priorité va donc au soutien assumé à l'offre et à l'investissement productif. Équilibre aussi entre toutes les entreprises, les grandes et les moins grandes. Nous avons calculé, cher Alain Griset, qu'au moins le quart du plan de relance bénéficieront aux PME, TPE. C'est un choix majeur que je revendique devant vous. Équilibre aussi entre les territoires avec des projets d'investissement partout en France, dans les zones rurales, par exemple avec l'accélération grâce au plan du déploiement du très haut débit, dans les villes, par exemple avec la rénovation des quartiers commerciaux des centres-villes, dans les agglomérations, avec par exemple le soutien aux investissements dans les transports collectifs du quotidien qui seront accélérés, en Outre-mer aussi, avec par exemple un plan d'investissement antisismique aux Antilles. Et aussi à l'international, car la relance ne pourra pas se faire sans reprise des parts de marché des entreprises françaises à l'étranger. Ce plan prévoira donc un volet export. Quatrième exigence, mesdames et messieurs, et non la moindre, le plan de relance doit être durable et structurant. Au-delà du court terme, le plan vise à introduire une croissance durable et renforcer la capacité d'investissement des entreprises dans des secteurs stratégiques nécessaires à leur santé et à leur compétitivité. La cinquième exigence du plan de relance, enfin, est aussi l'une des conditions de sa réussite. Nous irons, c'est l'aspect non financier, vers davantage de simplification,
afin de faciliter son appropriation rapide par toutes les entreprises. Beaucoup, vous le savez, de mesures de simplification ont été adoptées pendant la crise sanitaire par ordonnance. C'est aussi une des vertus de la crise. Eh bien, je vous indique aujourd'hui que ces dispositions seront prolongées, amplifiées et, si possible, pérennisées. Qu'il s'agisse du droit du travail et de la formation professionnelle, du droit de la commande publique, du droit de l'urbanisme. Sur le fond, ce plan doit nous offrir une occasion exceptionnelle de positionner notre nation sur des secteurs d'avenir, créer de la valeur en France, localiser sur notre territoire les relais de croissance de demain. C'est pourquoi il affichera clairement des priorités limitées mais majeures. La transition écologique, la compétitivité, la souveraineté économique, la cohésion sociale et territoriale. Je développerai ces priorités devant les Français la semaine prochaine. Devant vous, plus particulièrement, je voudrais insister sur deux aspects qui vous concernent, Monsieur le Président, très directement. Le premier concerne la relance de notre production nationale et les ambitions que nous affichons en matière industrielle, là aussi, mais pas seulement, en conséquence de ce que nous avons tous constaté au cours des mois derniers. Pour ne pas entraver, pour doper la production dans nos territoires, nous allons en effet baisser dès le 1er janvier prochain les impôts de production à hauteur, mesdames et messieurs, de 10 milliards d'euros par an. Car vous le savez parfaitement, ce sont ces impôts qui pèsent sur les facteurs de production, le travail, l'investissement, les locaux, les terrains, indépendamment, cela a été dit, de la profitabilité des entreprises. Cette baisse, dont bien entendu nous veillerons à ce que ces effets soient neutralisés pour les collectivités territoriales, comportera 3 volets. Premièrement, une division par 2 de la CVAE, dont la part régionale sera supprimée pour réduire le poids de cet impôt qui, vous le savez, porte notamment sur l'emploi et l'investissement. Cette réforme, qui sera adoptée dans le prochain projet de loi de finances, allègera l'impôt dès 2021. Deuxième volet, une baisse du plafonnement de la contribution économique territoriale en part de la valeur ajoutée de 3% aujourd'hui à 2% demain. Enfin, j'insiste beaucoup parce que c'est ce qui nous est apparu comme étant parmi les obstacles les plus dirimants. À partir de 2021, la méthode de taxation foncière des locaux industriels sera réformée profondément dans l'objectif de diviser par 2 la pression fiscale sur ces locaux. Car, nous devons le dire et l'assumer, on ne peut pas vouloir à la fois faire ou refaire de la France une nation industrielle et maintenir une fiscalité objectivement et comparativement punitive pour notre industrie. Et c'est le même objectif, mesdames et messieurs, qui me conduit à vous confirmer que nous continuerons à baisser l'impôt sur les sociétés ainsi que s'y est engagé le président de la République. C'est une autre illustration de notre engagement absolu et plus général de n'augmenter aucun impôt,
de maintenir les baisses déjà engagées et en somme, d'assurer la stabilité des règles du jeu qui, nous le savons toutes et tous, est l'une des conditions essentielles de la confiance dans la durée. Le deuxième enjeu du plan de relance dont je souhaite vous entretenir est celui de la formation et de l'emploi, notamment des jeunes, auquel le plan consacrera un effort exceptionnel et totalement inédit. Depuis le début du quinquennat, vous le savez, l'État s'est mobilisé au travers du plan d'investissement dans les compétences, le fameux PIC, pour aider les branches à identifier les métiers en tension. Cela au bénéfice des formations dont les entreprises ont le plus besoin. Nous avons l'intention d'aller encore plus loin et plus fort dans cette direction. J'ai déjà, c'était à Besançon, annoncé des mesures fortes pour vous aider à embaucher des jeunes et des apprentis. J'appelle votre attention que ces mesures sont d'ores et déjà applicables. Il y a d'abord la prime de 4 000 € d'aide à l'embauche. Et puis, il y a notre volonté continue de développer les compétences, notamment grâce à l'apprentissage. Avec une augmentation de 16% du nombre d'apprentis l'année dernière, l'apprentissage, et c'est un combat autant économique que culturel, est en passe de gagner la bataille de l'image. Il faut, mesdames et messieurs, impérativement, et je sais que vous êtes convaincus, continuer dans la même voie. Jamais, grâce au plan de relance, recruter un apprenti n'aura été aussi simple et aussi incitatif. Nous allons également engager un nouvel effort d'ampleur exceptionnelle avec 200 000 formations supplémentaires orientées vers les secteurs d'avenir comme la transition écologique et les métiers de la santé qui sont autant de priorités de notre société. L'emploi des jeunes, au moment où, dans quelques jours et au cours des semaines à venir, beaucoup d'entre eux vont se présenter sur le marché du travail, alors que celui-ci aura une tendance plus naturelle à se contracter. L'emploi des jeunes, c'est aussi une condition majeure pour le retour à la confiance. Le sort que collectivement nous leur réserverons dans ces temps difficiles et troublés sera, n'en doutez pas, un indicateur de notre réussite collective. J'ai besoin de vous pour atteindre cet objectif. J'ai besoin de vous pour atteindre cet objectif vis-à-vis de nos jeunes. Cet objectif, vous le savez, il n'est pas simplement économique, il est aussi sociétal. Mesdames et messieurs, oui, l'État est là et l'État a besoin des entreprises de France. Je l'ai dit et je le martèle, arrivant à la fin de mon propos. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce plan, comme du reste l'action déterminée de lutte contre l'épidémie, ce plan, finalement, ne réussira, vous l'avez dit, que si nous créons ensemble les conditions de la confiance. Là encore, c'est l'affaire de tous. C'est en tout cas ma conception des choses. Mais évidemment, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger doit évidemment montrer l'exemple et même la voie. Tel est bien l'objectif recherché, vous y avez fait allusion, en retrouvant un climat apaisé avec les partenaires sociaux,
Dès ma prise de fonction, je les ai réunis, individuellement puis dans le cadre d'une conférence sur le dialogue social. Nous avons fixé une méthode et un calendrier avec un programme nourri, peut-être trop dense, cher Président, mais à tout prendre, je préfère encore ce reproche à l'inverse. Car outre qu'il s'agissait moi d'une conviction ancienne, je pense que cette méthode n'a pas pour objectif premier de faire de belles images, encore que les symboles comptent, encore que la psychologie collective soit sans doute l'un des principaux déterminants dans l'art d'investir, de consommer ou de désépargner. Mais elle est surtout l'un des leviers du pragmatisme et de l'efficacité, valeurs que je revendique ici et que je sais que nous partageons. Je le dis à votre tribune comme ailleurs, je suis viscéralement attaché au dialogue et à la concertation, car je sais que pour fonctionner, une société démocratique, ô combien complexe comme la nôtre, doit d'abord tout faire pour se parler, s'écouter, se comprendre. Vaste programme. Des concertations sont en cours et j'attends de vous des propositions ambitieuses. Permettez-moi de mentionner un sujet dans ce menu copieux. Je suis, là aussi par conviction, particulièrement attaché au sujet du partage de la valeur. Et sans prévoir d'obligations nouvelles qui casseraient la confiance, je souhaite que les partenaires sociaux trouvent les voies et moyens pour que les salariés, en particulier des PME, bénéficient aussi de dispositifs d'intéressement ou équivalents. Asseoir la confiance, c'est aussi travailler avec les collectivités territoriales, dont vous avez pu mesurer dans vos territoires, pendant la crise sanitaire, la forte implication et dont vous connaissez par ailleurs les compétences, notamment en matière de formation et d'investissement public. Eh bien là aussi, je m'emploie à renouer un dialogue le plus fructueux possible avec elles. Un accord a déjà été conclu avec les régions, d'autres sont en préparation avec les autres strates de collectivités. Là aussi, la finalité est double, mais simple. Réinstaurer partout le sentiment que nous recherchons l'unité, le rassemblement pour faire face à la crise qui est devant nous, mais aussi, plus concrètement, leur permettre de retrouver leur capacité à investir que les 6 derniers mois ont abaissé pour amplifier les effets de la relance décidée par l'État et assurer la cohérence de leurs interventions avec les nôtres. Troisième pilier de la confiance, votre président l'a dit, je voudrais insister, l'Europe. Ce qu'avec nos partenaires, évidemment au premier rang desquels l'Allemagne, le président de la République a obtenu en juillet dernier, constitue, n'ayons pas peur de l'affirmer, un tournant dans l'histoire de l'Union européenne. Rendez-vous compte que sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, les contributions européennes vont représenter 40%, 40 milliards. C'est sans précédent, notamment par rapport à la crise de 2008. Le rôle du couple franco-allemand, vous l'avez dit, dans l'ensemble de la négociation et dans sa réussite, a été déterminant. Je voudrais insister auprès des chefs d'entreprise que parallèlement à ce plan de relance européen, il y a l'action, là encore inédite dans son ampleur, de la Banque centrale européenne en soutien de l'économie, par sa politique des taux et son programme massif
de rachat d'actifs. Et c'est, je l'espère, le même moteur franco-allemand, Monsieur le Président, qui nous permettra d'obtenir, et le plus vite sera le mieux, l'instauration d'une taxation carbone aux frontières de l'Union. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous avons du travail devant nous. Mon objectif, notre objectif, je le répète, est de réussir à endiguer le virus, éviter sa progression, tout en permettant au pays de continuer à vivre, à nos entreprises de travailler, d'investir et de créer. Pour réussir, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Le travail, la mobilisation de toutes les forces vives au sein de l'entreprise, de la nation, du gouvernement, la responsabilisation de chacun, liberté, égalité, fraternité, responsabilité. C'est ça, la porte de sortie de la crise. Je serai aussi un défenseur de notre protection sociale et de nos services publics, en portant une double exigence de performance et de responsabilité. Nous aurons de ce point de vue des rendez-vous importants pour notre système de protection sociale qu'il faut rendre plus juste, plus lisible et dont nous devons garantir la pérennité dans la durée. Comme je l'ai affirmé devant les élus de la nation, lutter contre la crise, c'est non seulement prendre sans délai des mesures vigoureuses, de court ou de moyen terme, mais c'est aussi veiller à l'unité de notre communauté nationale en confortant notre pacte social et républicain. C'est enfin poursuivre dans la volonté de réforme et de transformation engagée depuis 2017. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je sais que vous mesurez depuis plusieurs mois la gravité de la situation. Je sais que beaucoup d'entre vous considèrent qu'elle peut aussi représenter une opportunité. Je sais surtout que, comme moi, vous aimez votre pays. J'ai confiance en vous. Je vous remercie.